Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 87e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes dans ces temps difficiles, mais restons optimistes. Oui, restons positifs et attentifs à la situation, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est la période estivale, donc il y a peut-être pas mal d'internautes qui sont partis en vacances, ou qui sont en vacances chez eux. Mais bien sûr, personne n'a pu ignorer, je crois, l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth le 4 août. Alors, est-ce que tu peux nous commenter ce fait qui a provoqué un séisme dans la région dont on ne mesure pas encore forcément l'étendue des conséquences? Alors, un séisme, c'est le cas de le dire, c'est une grande déflagration le 4 août. Je voudrais souligner que c'est l'anniversaire de la bombe atomique sur Hiroshima que les Américains avaient balancée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette une énorme déflagration donc, qui a réduit le port de Beyrouth, on peut dire en cendres, en fait, qui a pratiquement, en tout cas, il l'a sorti de toute capacité de fonctionner. Des milliers de blessés. La moitié de Beyrouth a été détruit, impacté, détruit, des dizaines de milliers de personnes sans logis, des dizaines de 6000 blessés, et puis on continue à chercher les corps sous les décombres et on continue. En tout cas, un vrai drame humanitaire et dans tout ceci qui intervient dans un contexte de blocus international contre le Liban dans le cadre du Code César, du corona, de la pandémie du corona et avec une grande crise bancaire provoquée par les pays occidentaux aussi, et donc qui fait que le Liban est vraiment ça a été une très grande épreuve, je peux dire un grand sinistre pour le Liban. Alors la déflagration a été ressentie à Chypre, tellement elle était forte, et que en fait donc c'est quand même énorme pour la population. Et immédiatement, bien entendu, je parle immédiatement, l'ensemble des pays se sont rendus solidaires, en fait, pas mal, en tout cas l'ensemble des pays environnants. Donc la Syrie a ouvert tout de suite ses frontières pour accueillir les Libanais sans logement et a envoyé, alors que c'est aussi une période après 9 ans et quelques de guerre acharnée contre la Syrie, a envoyé des convois d'ambulances. L'Iran a envoyé aussi des avions d'aide militaire. La Russie immédiatement a envoyé aussi un grand hôpital de campagne qui a été... Et l'ensemble des pays, je peux dire, tous les pays commencent à réagir, ont tout de suite réagi, mais en fait, c'est toujours pas assez. Vraiment, la situation est très difficile. Je voudrais dire juste 2 mots. Je suis totalement solidaire avec tous nos amis au Liban, avec tout notre peuple, le peuple libanais. Comme vous le savez, nous, les Syriens et les Libanais, on est tous un même et seul peuple. En fait, nos familles sont complètement entremêlées. Moi-même, par exemple, ma mère est libanaise, mes oncles sont libanais, j'ai plus de famille au Liban qu'en Syrie. Nous sommes tous, en fait, la Syrie et le Liban, sur le plan humain et sur le plan social, on est vraiment le même peuple. Oui, c'est un peu comme la Bretagne par rapport à la France ou une autre région de France, c'est-à-dire que le Liban faisait partie autrefois de ce qu'on appelait la Grande Syrie, c'était une province, enfin une région de la Syrie.
tout à fait. Alors, on a vu à l'occasion de la visite du président Macron, qui a été le premier chef d'État à se rendre sur place, pour ceux qui ne connaissaient pas trop le Liban, l'actualité au Liban, qu'il y avait une forte contestation populaire de la classe politique, notamment à cause de la crise économique et monétaire. Alors, tu as parlé du fait que les pays occidentaux avaient créé une crise bancaire au Liban. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment et surtout pourquoi? Alors en fait, bon, je peux dire en fait, il y avait un mouvement dans la rue en fait qui contestait un peu qui contestait beaucoup et qui cherchait effectivement à ce qu'il y ait des réformes. Mais en fait, les Occidentaux ont bloqué la banque centrale libanaise, ont bloqué l'argent qui est dans ces banques, hein, dans les banques, et ont exigé de la banque libanaise de ne pas donner de l'argent à ceux qui l'ont, en fait, leur argent. Donc, ça a été des limitations du style $100 par semaine ou parfois pas du tout, et les gens ont été vraiment humiliés pour avoir accès à leur propre fric, en fait. Les déposants. Ça, c'est sur commande, je peux dire, de la Banque mondiale, hein, et des Américains, des USA et puis des pays occidentaux. Tout ceci parce que le Liban, dans le cadre de sa crise, en fait, bon, bien sûr, depuis la fin de la guerre civile, le Liban vit ou se débat dans des problèmes d'électricité, de gestion des déchets, de manque d'eau, de manque de structures, de services publics, etc. Et alors qu'il y a eu, en principe, soi-disant, il y a eu des aides de la part de la Banque mondiale, hein, du Fonds monétaire international, des aides qui exigeaient un certain nombre de réformes qui n'ont pas été faites. La réalité des choses, c'est que, en fait, ces aides, entre guillemets, ont été toujours conditionnées par le fait qu'il fallait éjecter le Hezbollah du gouvernement libanais et du Liban, et il fallait désarmer le Hezbollah, chose à laquelle ils sont pas parvenus. Et là, on va en parler puisqu'on est en août 2020 et c'est la célébration de la victoire face à l'agression 2006 qui visait justement le Hezbollah et qui visait absolument à désarmer le Hezbollah. Je voudrais rappeler que le Hezbollah, c'est lui qui a libéré le sud Liban en 82, c'est lui qui a libéré le sud Liban, c'est lui qui a libéré aussi la première libération en 82 et puis la deuxième libération en 2000. Et puis, dernièrement aussi, la libération des montagnes des montagnes du Qalamoun, où il y avait Daesh et Al-Nusra qui étaient là et qui avaient occupé effectivement et empoisonné la vie des habitants et qui avaient tué des soldats libanais. Rappelons-le, ils les avaient trucidés carrément, ils ont coupé la tête des soldats libanais. Donc, en fait, le Hezbollah ayant libéré toutes ces parties, et donc ça a été une grande défaite pour Israël. Israël, soutenu par les pays occidentaux et par les États-Unis, revient à la charge pour avoir par les pressions économiques et par les sanctions, ce qu'ils n'ont pas pu avoir après l'agression militaire en 2006, qui est le désarmement du Hezbollah et sa mise à l'écart politique de la population. Alors pour illustrer ce que tu viens de dire, Aïssa, c'était l'enjeu principal de toute cette période qui était difficile, donc depuis novembre 2019 hein, jusqu'à maintenant.
Et en fait, donc, il y a eu des offres chinoises, des offres iraniennes, des offres russes au peuple libanais, disant, alors l'offre chinoise, c'est une offre ce qu'on appelle BOT, c'est-à-dire que il proposait de faire l'ensemble de l'électricité, mais les Iraniens, ils proposaient de refaire des centrales électriques, etc., mais en ne touchant pas en ayant un échange avec la livre libanaise, donc avec les livres locales, sans avoir recours au dollar. Les Chinois ont proposé les offres au BOT, c'est-à-dire qu'ils construisent et ils se remboursent par la suite, après le fonctionnement, sur les revenus des 20 premières années de la construction, et que ça peut se démarrer immédiatement. La Russie, pareil. Donc, il y a eu plusieurs offres, hein, et les Occidentaux, impératifs, en fait, cherchent toujours à imposer au Liban le fait de ne pas du tout s'orienter vers l'Est et vers ces pays. En utilisant une partie de la classe politique libanaise qui, elle, fait systématiquement le veto contre la signature de ce type de contrat, et en disant ah ouais, on va nous occuper à l'Est, on va devenir chinois, etc. Alors qu'en fait, la Chine ou l'Iran, etc., ne demandent absolument aucune contrepartie, et elle aurait pu commencer immédiatement les travaux et donc là, ça a été vraiment cette cause principale, je dirais, qui est au fond de l'ensemble du schisme au sein de la classe politique libanaise. Quand tu parles à beaucoup de choses qui étaient liées à la guerre contre la Syrie, parce que cette même partie de la classe politique libanaise était aussi mobilisés par les Occidentaux, par les Américains et l'ensemble des pays de la coalition qui soutiennent et continuent à soutenir les terroristes qui mènent une guerre acharnée contre la Syrie, qui sont Al-Nusra, Daesh, Jihad al-Islam, Jaish al-Tahrir, Hizb al-Turkestani, etc., et la Turquie aussi, donc qui, eux, continuent à soutenir ces terroristes. Et donc une partie de cette classe politique libanaise a soutenu réellement, qui est inféodée complètement à l'Occident, a soutenu réellement ces terroristes aussi. Ils ont fait passer des armes à travers le Liban pour rappelez-vous, les bateaux Lotof 1, Lotof 2, qui au début, en 2012, sont arrivés au Liban, ont passé de la Libye, et qui ont passé des tonnes d'armes aux terroristes en Syrie, dont personne ne voulait parler à l'époque, mais en fait c'était une réalité. Excuse-moi Issa, Une petite parenthèse, pardon. Oui, parce que là tu fais ce qu'on appelle en journalisme un tunnel. Je voulais te couper parce que j'avais une question. Quand tu parles de la classe politique libanaise pro-occidentale, c'est quel mouvement? Est-ce que le clan Hariri en fait partie, ou en a fait partie? Le clan Hariri, le clan Jarjar et Jumblat. En fait, c'est ça. Plus des petits partis aussi qui n'ont pas beaucoup d'existence, de présence. Mais je voulais aussi faire une petite diversion par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, et par rapport à cette quantité, ces tonnes d'explosifs qui se retrouvent au port de Beyrouth. Moi, je la soupçonne comme ayant été destinée aux terroristes en Syrie. Parce que les terroristes en Syrie utilisaient essentiellement cette matière qui est utilisée comme fertilisateur, justement, etc. Ils l'utilisaient beaucoup dans leurs charges plastiques et pour les explosions qu'ils ont opérées tout au long des 10 années passées en Syrie. Donc ça, c'est le fameux nitrate d'ammonium.
Voilà, c'est le fameux Notre Dame. Alors, tu as parlé du Hezbollah comme une des raisons fondamentales, on va dire, du souhait de déstabilisation du Liban, c'est-à-dire qu'il y a des Occidentaux, Israël en tête, qui souhaitent désarmer, qui souhaitent le Hezbollah et qui souhaitent l'éjecter du champ politique libanais. Ça peut sembler surprenant, mais c'est quand même quelque chose que je voudrais illustrer par deux faits. C'est une constante depuis très longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années. Puisque je voudrais rappeler qu'en 2003, si je ne me trompe pas, donc les États-Unis de Bush avaient fait voter l'Anti-Syrian Act, qui empêchait de commercer plus ou moins avec la Syrie, tant que la Syrie soutenait le Hezbollah. Et tant que la Syrie, pardon, tant que la Syrie soutenait la résistance palestinienne, tant qu'elle avait des relations stratégiques avec l'Iran, et tant que la Syrie soutenait effectivement la résistance libanaise. Voilà. Donc c'est pas seulement, en fait, et là je reviens à dire, ce n'est pas seulement le Hezbollah qui est visé, mais c'est l'ensemble de l'axe de la résistance. Oui. Alors moi j'ai eu la chance en 2015 de rencontrer Émile Laoud, qui était le président libanais au début des années 2000. Et lui-même a fait ce témoignage qui a été peu repris par les médias et qui est pourtant, à mon avis, extraordinaire. Il raconte les tentatives de corruption dont il a fait l'objet, d'abord en tant que chef de l'état-major libanais, et puis en tant que président, pour désarmer le Liban, pour désarmer le Hezbollah. Le lapsus d'ailleurs est intéressant, parce que c'est vrai que si on désarme le Hezbollah, on désarme un peu, beaucoup même le Liban. Et il avait mis sa démission à l'époque où il était chef d'état-major, sa démission sur la table pour dire non, mais moi je n'irai pas désarmer le Liban. Et c'est des choses dont on n'a peut-être pas forcément conscience, vu depuis la France, à quel point le Hezbollah, dans l'axe de la résistance, joue un rôle majeur et presque, je dirais pas central, mais majeur dans le sens où il est en première ligne, vraiment en première ligne, dans la résistance efficiente face à l'expansion israélienne. Tout à fait, parce que c'est lui qui a protégé le Liban et qui libère de grandes parties du sud Liban qui étaient complètement occupées par les Israéliens. Et les Israéliens ne pardonnent pas ça, enfin ne lui pardonnent pas, c'est les Israéliens et leurs alliés qui sont, soyons clairs, tous les pays de l'OTAN. Alors, donc c'est vraiment clair. Est-ce que tu pourrais commenter la visite de Macron au Liban, qui est venu très rapidement après l'explosion? Est-ce qu'il est vraiment venu apporter de l'aide, désintéressé, ou est-ce qu'il n'avait pas une idée derrière la tête, un peu plus politique, géopolitique? Alors, il est certain que d'abord, Macron a débarqué très vite au Liban, 24 heures après, donc chose qui était bien accueillie par la population libanaise, parce que les gens étaient vraiment sinistrés, c'était un grand sinistre. En état de choc. Et en état de choc, et ils étaient contents de voir quelqu'un venir à la rescousse. Mais alors là-dessus, je voudrais faire signaler un certain nombre de choses. D'abord, Macron ne serait pas allé au Liban s'il n'y avait pas l'autorisation des Américains. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y est allé encore pour, après le choc, de continuer à imposer ces conditions. Nous vous aiderons si... et seulement si. Bon, par contre, il a tenu compte quand même de la présence de Hezbollah, puisqu'il a rencontré, on dit quelques minutes, le représentant de Hezbollah dans l'Assemblée. Il appelle actuellement pour il met l'accent sur la formation d'un gouvernement d'union nationale ou d'unité nationale. Par contre, il a le gouvernement qui existait, le gouvernement de Hassan Diab, a été amené à démissionner quelques jours après, puisque tout le monde s'est senti, enfin tous ceux qui sont les pro-occidentaux se sont sentis forts de cette visite de Macron. Et puis, on fait démissionner le gouvernement, en fait.
Il est certain que dans ce contexte est très très difficile pour le gouvernement de Hassan Diab et qui a dû démissionner parce que il y a beaucoup trop euh, je dirais, comme on dit en France, en fait, il y a beaucoup trop de gros bonnets impliqués dans cette histoire. Et donc, il faut que l'enquête soit réalisée. Les pro-occidentaux ont commencé à réclamer une enquête internationale, chose à laquelle le président Aoun a dit ça ne fait qu'une perte de temps, ça sert à rien. Peut-être que Michel Aoun, s'il a dit ça, c'était aussi en... Une enquête internationale vise à complètement escamoter les réalités. Et puis, on a bien vu que la commission Hariri, elle n'a été faite que de mensonges. Et puis, ces résultats, d'ailleurs, ils devaient être déclarés le 4 août et qui ont été retardés. On ne sait pas pourquoi, mystérieusement. Donc voilà, bon, moi je pense, je ne dis pas plus parce que moi je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas dans la politique libanaise, mais bon, j'analyse les choses telles que je les vois, justement à la lumière de ce qui se passe dans la région. À la lumière des événements, disons. En tout cas, tu as dévancé ce à quoi je voulais faire allusion en parlant justement de l'assassinat d'Hariri et de l'enquête internationale qui avait suivi et qui avait mis en prison des gens qui n'étaient pas forcément responsables. D'une part, parce que les premières accusations, c'était la Syrie, après ça a été le Hezbollah, après il y a eu des grands chefs qui étaient mis en prison, des innocents, il y a eu une fabrication de témoignages de mensongers, il y a eu des fabrications. Donc, franchement, et puis ça continue d'ailleurs, elle n'est jamais terminée. Alors on va passer maintenant à une autre date récente, c'est le 14 août, il s'est passé pas mal de choses. Déjà on peut signaler que le 14 août, c'est l'anniversaire de la victoire de la résistance libanaise face à l'agression israélienne en 2006. Une invasion du territoire libanais qui a duré 33 jours et qui s'est soldée par une défaite que beaucoup de commentateurs estiment humiliante pour l'armée d'Israël. Au-delà de cette date anniversaire, on peut parler du discours historique que Bachar al-Assad a prononcé devant la représentation nationale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, donc le 14 août, cette grande victoire de l'axe de la résistance, donc il y a eu effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, comme tu disais. On va commencer effectivement par le discours du président Assad, qui est un discours pour moi qui est très très important et stratégique, hein, devant l'Assemblée du peuple, l'Assemblée nationale qui a été élue, donc c'est fraîchement élu, les élections ont été donc récemment, et puis ça c'était après la première réunion de cette assemblée et où elle a choisi effectivement, elle a élu son chef, enfin le responsable de l'assemblée. Et puis donc Bachar al-Assad a prononcé son discours devant cette assemblée. En fait, voilà. Il a donc présenté une véritable analyse, hein, d'abord, en fait, on peut dire en trois parties, quoi. Une analyse d'abord de tous les problèmes, de cette période de guerre, etc. Deuxièmement, une véritable stratégie pour s'en sortir. Et troisièmement aussi, réaffirmant le combat du peuple syrien et notre combat, etc. Donc, en ce qui concerne effectivement l'analyse de la situation, il a bien analysé la situation de ces 10 années de guerre, qui est 10 années de guerre, en fait c'est 9 années et quelques de guerre atroce contre la Syrie par terroristes interposés qui ont tué, qui ont détruit, qui ont visé à détruire l'infrastructure, qui ont visé aussi à
faire peur au peuple, et qui ont surtout aussi agi en faisant courir des mensonges, en menaçant la population, en inversant les concepts principaux, en fait, les véritables concepts d'appartenance, d'unité, etc., de respect des institutions, surtout en faisant croire que ce sont les gens qui sont loyaux pour le gouvernement et qui sont des collabos, donc en inversant des concepts de base, je dirais. Et puis là-dessus, donc, et surtout en tenant un discours de division, un discours confessionnaliste, qui vise à diviser les gens, la population syrienne, et ethnique parfois, pour essayer d'opposer certaines parties de la population contre d'autres, par exemple pour ce qui est des Kurdes, etc., etc. Mais en fait, il a bien dit, notre armée a réussi, et surtout en discréditant l'armée. Et notre armée a réussi parce qu'on lui a fait confiance. Et donc, et elle continue à remporter victoire sur victoire. Et à chaque fois, par contre, qu'il y a eu une victoire ou des grandes victoires qui ont été remportées, il y a eu une escalade de l'agression américaine, sioniste contre nous. Une escalade, alors soit par des faits provoqués, par des invitations à des réunions internationales où on raconte des mensonges, soit par des simulations d'agression chimique qu'on mettait sur le dos de l'État syrien ou sur le dos de l'armée syrienne, soit en provoquant des massacres qu'on mettait sur le dos de l'armée syrienne. Donc à chaque fois il y a eu une escalade et puis des sanctions. Je rappelle quand même qu'on est sous sanctions depuis 1979 et qu'il y a eu, comme tu disais, les accountability, et puis en fait, et puis des sanctions contre la Syrie. Moi, j'enlève le terme sanctions, mais c'est des mesures effectivement d'embargo, mais ils les appellent eux sanctions et on continue. Ça continue et à chaque fois il y a une série nouvelle de sanctions. Et donc pour passer et nous avons réussi jusqu'à présent à tenir parce que nous avions le moral, nous avions confiance dans notre armée, dans notre gouvernement, dans notre État. Et qu'aujourd'hui, avec l'application de César, là, c'est ce soi-disant code César, qui sont rien d'autre qu'une nouvelle mesure, une nouvelle escalade dans les sanctions, qui viennent après nos victoires, justement, de la libération de l'ensemble du gouvernorat d'Alep, en fait, des villes de l'ouest d'Alep, une partie d'Idlib, et nous avancions pour la libération du nord de la Syrie. Et là, ça vient s'appliquer pour rendre encore plus difficile la vie du peuple syrien et puis briser sa résistance dans son pain quotidien. Alors, il a rappelé aussi le fait que c'est pas un hasard que ces codes César sont appliqués et sont conjugués avec des incendies dans les récoltes pour priver la population, avec des destructions aussi de l'infrastructure aussi, avec un pillage systématique de notre pétrole et notre gaz donc, et c'est clair que c'est aussi pour mettre notre peuple à genoux. Il s'agit de ne pas prêter oreille à tout ça et puis essayer de continuer à soutenir notre monnaie et puis en fait aussi à propager des faux bruits qui font perdre confiance du peuple dans son gouvernement et surtout dans sa monnaie. Le peuple commence à être un peu habitué de ces rumeurs, il ne suit pas forcément. Tout à fait, mais là, ça touche l'histoire des banques, ça touche la monnaie, la dégradation de la...
Et en fait, parce qu'il y a eu une nouvelle chute de la livre syrienne qui a fait que les prix ont beaucoup augmenté aussi, donc une nouvelle augmentation des prix. Mais d'un autre côté, il a insisté sur le fait que le prix de l'argent, c'est une question de confiance. Si on a fait confiance en notre armée et elle a réussi à vaincre, il faudra faire confiance en notre monnaie et elle réussira, elle remontera. Il faut faire confiance aussi à nos industriels qui vont réinvestir et qui vont travailler, faire tourner l'économie, l'économie locale, et c'est très important. Nous avons besoin de faire tourner cette économie locale. Nous avons besoin de créer aussi des petites entreprises, nous sommes un pays agricole, donc il faut continuer à cultiver la terre, à cultiver nos moyens. Et ça, c'est très, très important. En fait, c'est en disant que c'est des petits business de ce type vont pouvoir soutenir l'économie, affluer l'économie sur le plan de l'agriculture et sur le plan de l'industrie, donc l'industrie agricole. Donc on ne peut pas penser par exemple avoir du lait sans penser à l'industrie laitière, donc c'est important aussi de pouvoir consacrer tous ces aspects, de profiter au maximum de toute la production. Alors il a parlé aussi des constantes géopolitiques dans le domaine de la politique étrangère syrienne. Il a parlé du Golan, de la cause palestinienne. Voilà, et donc ça c'était le dernier axe auquel je voulais venir, c'est effectivement les grands piliers de notre politique. Il est certain que tout notre territoire, la moindre once de notre territoire va être, le moindre pouce de notre territoire va être libéré, et que tout occupant doit quitter au plus tôt et rapidement, et de toute façon nous ferons tout pour le faire. Il a salué notre peuple du Golan, et que ce n'est pas parce que quelqu'un a décrété quelque part qu'il ne sera plus syrien qu'il ne le sera pas. C'est le Golan est syrien. D'ailleurs, les habitants du Golan, ils continuent à se battre aussi et à affirmer leur appartenance à la Syrie à tout moment. Il a parlé de Sotri el-Maqd qui a été libéré selon ses propres conditions. Il n'a pas cédé effectivement aux pressions israéliennes, où il voulait le libérer en l'éloignant de son pays. Il n'a été libéré que lorsqu'il a exigé à être au Golan et dans sa ville. Donc ça, c'est un exemple à suivre pour nous. Donc, et puis aussi, c'est un hommage qu'il rend à Sotri el-Maqd. Et puis, donc, à la fin, c'est aussi, nous continuerons à nous battre et nous continuerons à faire. La Palestine, c'est notre boussole, c'est notre objectif. Et puis, tous ceux qui trahissent la Palestine sont des traîtres à cette cause. Et puis, nous continuerons avec l'axe de la résistance libanaise, la résistance irakienne, etc., pour réaliser aussi tous nos objectifs. Donc, suite à ça, hier exactement, il y a eu une interview sur... Excuse-moi, tu voulais poser une question? Ah non, je voulais enchaîner sur le sujet suivant, mais si tu veux encore rajouter un point. Oui, je voulais parler de l'interview de Madame Boussaïna Chaban avec Al-Mayadeen, où il a été question, en fait, on lui a posé clairement la question, il y a par différents moyens, les Américains posent question, vous contactent, etc., pour un débat, pour une discussion. Et quelles sont vos conditions? Elle a dit, nous on discute avec les Américains à partir du moment où ils seront partis de notre territoire. Ils sont occupants, et eux et leurs alliés qui occupent notre territoire, donc nous serons prêts à discuter avec eux comme n'importe quel autre pays, et
à partir du moment où ils auront quitté le territoire syrien et ils auront Cesser d'occuper illégalement, militairement cessé la Syrie. d'occuper. Voilà, exact. D'accord. Alors le 14 août, c'est vraiment une date importante. On va parler effectivement de la Palestine, puisque les USA déclarent le 14 août un accord historique entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, à propos de la Palestine. Alors, est-ce que tu peux nous commenter cette annonce? Alors, c'est un accord en fait de reconnaissance de l'État d'Israël et de collaboration avec l'État d'Israël entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Donc, bien sûr, c'est une grande trahison des Palestiniens et c'est une grande trahison de la cause de tous les Arabes, je peux dire. Les Émirats Arabes Unis, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a le responsable des armées israéliennes, qui est pas des armées, des services de renseignement israéliens, qui est en visite à Abu Dhabi, à Dubaï. À Abu Dhabi, tu m'avais dit Abu tout à Dhabi. l'heure. J'avais dit tout à l'heure Abu Dhabi. En tout cas, les Émirats, c'est Dubaï, non? C'est Thani, je crois. Mais enfin, c'est à Dubaï. Et donc, il y est, et en fait, assiste à la réunion aussi des représentants saoudiens, manifestement. C'est ce qui a été dit. Bon, et comme par hasard, dès le moment de cet accord, il y a des agressions israéliennes, une escalade dans les agressions israéliennes contre les Palestiniens, bombardement à Gaza, destruction de maisons supplémentaires donc à Jérusalem, et bombardements à Gaza en fait dans différents endroits. La mer de Gaza a été bouclée aujourd'hui, interdite aux pêcheurs. Hein. Ils ont détruit même des bateaux de pêcheurs. Ils ont tiré sur les pêcheurs. Ils ont tiré sur les manifestants aussi qui affirmaient le droit au retour et qui protestaient contre cet accord entre les Émirats et Israël. Alors, je peux dire aussi que l'ensemble des organisations palestiniennes, comme l'ensemble des pays arabes, en fait, donc la Syrie, l'Irak, l'Iran aussi, qui n'est pas arabe, mais quand même qui a déploré, qui a condamné cet accord Émirats Arabes Unis avec Israël, qui ont jugé que c'était une très grande violation en fait du droit palestinien aussi, et c'est du droit palestinien puisque c'est une forme de reconnaissance de l'occupation comme étant définitive, quoi. Donc c'est une légitimation de l'occupation. Et alors que le peuple palestinien continue et continuera, il y a partout dans toutes les déclarations des organisations palestiniennes une affirmation de continuité de la lutte jusqu'à la libération totale de la Palestine et jusqu'à la libération. J'irais même plus loin que ce que tu viens de dire, c'est une légitimation de l'occupation, mais même de la colonisation, c'est-à-dire la poursuite du vol des terres palestiniennes, puisque bon, même s'il y a une divergence d'interprétation dans les déclarations entre d'un côté les Émirats Arabes Unis et Israël a bien parlé de gel, donc qui dit gel dit temporaire, dit on s'arrête quelques jours, quelques semaines, allez quelques mois, mais on va continuer, on va poursuivre. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous parler de la réaction de Rouhani, le président iranien, à cette annonce? Effectivement, les Iraniens, donc Rouhani comme Zarif, ils ont été d'abord très fermes vis-à-vis de l'Émirat Arabe Uni, en disant de toute façon il est hors de question que Israël puisse nuire à notre défense nationale dans le Golfe, et que vous lui laissiez la possibilité de
d'exister dans le Golfe, hein. Et là-dessus, nous réagirons très vivement et très fortement. Et puis, d'un autre côté, nous ne comprenons pas pourquoi vous faites cet accord, alors que nous avons toujours été parmi les pays qui cherchent l'amitié avec vous, qui avons tendu la main, etc. Et là, vous tournez le dos et vous allez avec le sioniste qui est l'ennemi de votre peuple, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commentateurs, même dans les médias occidentaux mainstream comme France Info, j'écoutais récemment, qui reconnaissent qu'en fait cet accord, il est pas tant pour les Palestiniens que en fait par rapport à un ennemi commun qui serait l'Iran. En tout cas, ennemi vu d'Israël, ça ils le disent depuis longtemps, mais c'est vrai que la plupart des pétromonarchies du Golfe voient l'Iran comme une menace, à tort raison. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une montée en puissance de l'Iran au niveau militaire, au niveau géopolitique et au niveau économique, qui, malgré les sanctions, malgré l'embargo, qui fait peur à ces gouvernements qui sont quand même beaucoup plus autoritaires que le gouvernement iranien. Ceci dit, il n'y a pas un soldat iranien en dehors de ses frontières et l'Iran n'a jamais agressé quiconque. Mais alors, pour en revenir à Israël, oui. Voilà, pour en revenir en Israël, c'est vrai que c'est assez fulgurant. Israël, c'est un État qui a été basé sur une agression systématique permanente et sur un vol systématique des terres des Palestiniens. Mais alors c'est important peut-être de souligner que si on se resitue par rapport à la première guerre du Golfe, donc dans les années 90, Israël a énormément augmenté son champ d'action au Moyen-Orient via des bases américaines placées un peu partout, ce qui n'était pas le cas au début des années 90. Et puis son territoire, qui refuse d'ailleurs, je voudrais signaler en passant, c'est le seul pays du monde qui n'a pas de frontières. Qui ne s'est pas défini de frontières. Ils refusent de mettre des frontières parce qu'ils estiment que c'est dynamique. Mais c'est un petit peu comme les États-Unis quand ils ont fait la conquête de l'Ouest. Quand les États-Unis ont fait la conquête de l'Ouest, ils ne s'étaient pas définis de frontières au départ parce qu'ils pensaient bien grignoter encore pendant longtemps. Oui, donc c'est la même logique en fait. Et puis je veux dire aussi bien l'hymne national que le drapeau israélien, etc. C'est les deux rivières, c'est de l'Euphrate au Nil, etc. Enfin, c'est complètement fou. Oui, c'est-à-dire qu'Eretz Israël, si on regarde bien les cartes Oded Yonon et compagnie. Et même leur hymne, hein, c'est ça, leur hymne national. Oui, ça comprend une partie de l'Égypte, c'est la totalité de la Jordanie, une partie de la Syrie. Ils ont à chaque fois, ils ont fait des petites des incursions et ils gardent les territoires et puis personne, en toute impunité d'ailleurs. Même c'est pareil là, les destructions de maisons, ils ont décidé de virer les Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui ils leur détruisent leur maison et ils s'assoient sur la maison et ils disent nous on ne partira pas d'ici, on va mettre une tente sur notre maison parce qu'on ne veut pas quitter, on ne veut pas devenir des réfugiés dans notre propre pays. C'est quand même incroyable. Et sous des prétextes fallacieux de permis de construire et de machin qu'ils ne donnent jamais, et puis qu'ils essayent de virer les gens tout le temps. Non, mais c'est vrai que l'application du droit israélien pour poursuivre la colonisation, y compris à Jérusalem, c'est kafkaïen. Pour les Palestiniens, c'est vraiment c'est l'enfer. On va parler c'est un mur en fait, et c'est une volonté de leur rendre une vie tellement horrible, tellement impossible que pour pouvoir vivre, qu'ils aillent au diable n'importe où, mais juste pas là. C'est ça qu'ils veulent. On va continuer à parler de l'Iran, puisqu'on a parlé de la réaction de Rouhani. L'Iran qui vient de voir son statut un petit peu changer par rapport aux sanctions américaines qui étaient imposées via l'ONU, puisqu'il y a eu un vote récemment à l'ONU. Hier, il y a eu aussi un conseil de sécurité qui n'a pas accepté la poursuite. En fait, la proposition américaine qui est de reconduire les sanctions contre l'Iran. Et il y avait 11 abstentions et il y avait juste les États-Unis, un petit pays qui a
qui étaient là et qui ont Voter pour. voté pour. Et ce matin, d'ailleurs, Trump dit ah ben de toute façon, nous continuerons, nous continuerons notre volonté d'interdire aux États-Unis, même si le Conseil de sécurité ne l'a pas accepté. Ouais, on peut quand même souligner que c'est un camouflet C'est dire à historique. quel point il respecte effectivement les institutions de l'ONU. Oui. Mm. Et donc on peut noter aussi l'abstention européenne, hein, Oui, qui est c'est notable. important, oui, bien sûr, c'est important l'abstention européenne. Alors C'est l'Iran qui continue aussi, donc avec d'autres pays non alignés, la résistance face à un monde unipolaire américano-sioniste. Donc on peut souligner qu'il y a eu des tankers iraniens qui ont été interceptés par les USA. Donc ça a été une annonce qui a été faite par un journal une américain annonce faite par les USA, mais qui s'est avérée, enfin, qui a été qui a démentie. été aussi démentie par les Iraniens. Voilà, tout simplement. Et Qui puisqu'on disent parle qu'il n'y a pas il y a pas de bateau iranien, il n'y a pas de drapeau iranien, et rien n'a été fait. donc c'était des, Ce sont des annonces de propagande. alors pour resituer dans le contexte, hein, c'est des tankers censés être iraniens qui étaient à destination du Venezuela. On m'a Ouais. posé la question récemment, mais pourquoi est-ce que le Venezuela, qui est un gros producteur de pétrole, a besoin de tankers iraniens? C'est vrai que ça peut paraître illogique, mais il faut savoir que c'est dû à l'embargo dont souffle le Venezuela qui fait que les installations non seulement d'extraction mais surtout de raffinerie au Il Venezuela. manque de pièces détachées. Voilà, donc du coup il y a du brut mais il n'y a pas du raffiné. Ce qui est envoyé c'est du pétrole raffiné. L'Iran qui continue de soutenir le Venezuela avec l'ouverture d'un supermarché à Caracas, un supermarché iranien avec des produits iraniens. Donc on voit là Ouais. que vraiment qu'il y a tout un nouveau monde qui est en train de s'organiser entre des pays non alignés et je pense qu'on peut que s'en réjouir. Je pense que c'est un monde nouveau qui s'organise, effectivement, face à un pôle qui cherche l'hégémonie et à mettre tous les pays à sa botte, hein, donc sous domination, et puis un monde qui refuse cette domination et qui voudrait vivre sa souveraineté, avoir une indépendance de décision et qui voudrait échanger avec les autres pays sur les mêmes bases d'intérêt, c'est-à-dire gagnant-gagnant, et qui voudrait dans le respect de la souveraineté de chacun. Or, ce monde, effectivement, que aujourd'hui, je peux dire, que représente au niveau des grandes puissances, la Chine et la Russie, qui traitent avec les pays effectivement sur la base gagnant-gagnant et dans le respect de la souveraineté et non-ingérence, hein, bon, ben, ça commence à s'étoffer, à devenir beaucoup plus fort face à ce monde qui est dirigé par les États-Unis, le monde occidental en fait, les pays de l'OTAN en fait, dirigés par les États-Unis, qui n'ont accepté jusqu'à présent de relations avec les autres pays que des relations de vassalisation. Oui, c'était une fait. relation de rapport de force. Voilà. Et on peut souligner qu'après la Et Seconde de Guerre mondiale, vassalisation et d'écrasement et de manque de respect et puis de pillage, oui. disons-le quand Et même. on peut souligner De qu'après pillage. la Et Seconde Guerre mondiale, on en fait, appauvrit la population en place et on pille les ressources du pays au profit de ce pays qui domine. Et en fait, on peut dire que cette pratique-là, où c'est les pays qui acceptent ça, sont en voie de disparition. Voilà. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif pour le monde, je dirais, et pour les peuples du monde. Je vais juste rappeler en fait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que les Occidentaux ont imposé un modèle économique entre les nations qui est basé sur la compétition, et donc quelque part sur la loi du plus fort. Mais il y avait un autre futur qui avait été imaginé, c'était à la charte de la Havane qui le définissait. Ce n'était plus la compétition mais la coopération économique entre les nations qui prévalait. Malheureusement cette charte n'a jamais été appliquée, mais elle avait été signée par un nombre très important de pays à l'époque, et peut-être que dans un avenir proche, on peut l'espérer, et bien puisque la Chine est en train de prendre une position prépondérante au niveau des nations, et avec elle d'autres pays, on peut espérer qu'un jour effectivement l'économie mondiale soit basée sur la coopération bien plus que sur la compétition.
Ouais. Alors une dernière chose qui rend finalement le mandat de Trump assez illisible, dans le sens est-ce qu'il est bien intentionné, est-ce qu'il est mal intentionné, ça c'est dans les mouvements alternatifs on se pose beaucoup la question. Il y a les pro-Trump, les anti-Trump, et puis il y a ceux qui sont dubitatifs. Toujours est-il que Trump a annoncé qu'il allait étudier la possibilité de gracier Edward Snowden. C'est quand même pas anodin. Et c'est pas un de ses prédécesseurs qui l'a fait, c'est lui. Est-ce que tu veux commenter cette annonce? Pour moi, Trump fait beaucoup d'annonces électorales en ce moment. Et puis, parce qu'il sent que peut-être il n'est pas très bien positionné pour les élections. Mais bon, moi, je ne peux que dire génial. S'il gracie Snowden, c'est une très bonne chose. Mais en fait, moi, je ne sépare vraiment pas Trump de la politique américaine par rapport au pays. Pour moi, que ce soit Trump, que ce soit l'État profond américain, ils ont toujours une politique d'annexion, une politique de pillage, une politique de vassalisation des autres pays. Et donc, c'est une politique qui est pour moi complètement dépassée et que les peuples finiront par mettre complètement à chaos, quoi. Donc voilà, c'est pas l'avenir. L'avenir aujourd'hui est l'avenir des peuples, hein, et ça continuera. Et l'avenir des souverainetés des peuples. Et donc, dans la mesure où il n'y a pas de respect pour les peuples et de leur souveraineté des pays, la souveraineté, le respect de leur indépendance et le respect de leurs décisions, de l'indépendance de leurs décisions et de ce que les peuples décident de vivre, hein, et de leur capacité à déterminer leur avenir eux-mêmes, il n'y aura rien d'autre que ça qui va prévaloir, en fait. Donc les peuples n'acceptent plus. Ça, c'est clair. Eh bien, cette interview touche à sa fin, et ça, on n'a pas eu. Il y a certains internautes nous ont demandé de faire un peu plus court que d'habitude. On n'a pas tout à fait réussi, mais on n'a pas non plus dépassé l'horaire. Peut-être que la fois d'après, on pourra commenter les élections en Biélorussie, également la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, là, qui reprend un petit peu, qui se ravive et qui ne fait pas forcément les affaires de l'Iran. Ce sont des sujets géopolitiques qui semblent éloignés du Proche-Orient, mais qui en sont quand même d'une certaine manière un peu liés. Et on parlera davantage aussi de la situation, enfin de l'avancée de la situation en Syrie par rapport à l'avancée militaire, et puis des réalisations en fait dans le cadre de la reconstruction, parce qu'il y en a beaucoup. Et je crois il va falloir qu'on spécialise une émission là-dessus, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisations dans ce sens qui font chaud au cœur et qui redonnent espoir à tout le monde dans la capacité de la Syrie à surpasser toutes ces entraves et toutes ces sanctions qui lui sont mises aussi sur sa route par les Américains et les sionistes et les occidentaux. Et on espère aussi que d'ici le prochain SITREP, on y verra clair au Liban et que le Liban aura pris le tournant aussi de se reconstruire. C'est vrai que pour la Syrie, je crois que plus aucun observateur n'ose contester que la Syrie est en train de finir de gagner la guerre. Maintenant, l'objectif, ça sera de gagner la paix, ce qui n'est pas forcément très facile non plus. Il n'y a pas de paix encore. Hein. Il y a encore les terroristes qui sévissent. Et donc il y a tous les enjeux de reconstruction. À Idlib et à l'est de la Syrie par les mercenaires de Assad qui continuent à terroriser la population, à brûler leurs récoltes, à détruire leurs maisons aussi. Ils procèdent exactement de la même manière que les Israéliens, en fait. Oui, c'est-à-dire que l'élimination des dernières poches terroristes, ça peut en prendre encore malheureusement des années et des années. On espère que ce sera plus court que ça. C'est surtout aussi l'occupation américaine, l'occupation turque, et qui d'ailleurs s'étend en Irak. On n'en a pas assez parlé, mais de toute façon, l'occupation turque, elle s'est étendue en Irak cette dernière semaine. Et puis là aussi, c'est une agression, des agressions, plus en Libye. En fait, tout ça, c'est la Turquie
forte du soutien des Américains. Elle est un peu l'arme avancée des Américains dans la région, des Américains et des sionistes. Hein. Moi, je ne fais aucune différence. Pour ce qui est de la Syrie, tu as parlé de la reconstruction dans les zones libérées et dans les zones qui ont été meurtries. C'est un enjeu énorme et très important. Absolument. Et il y a aussi l'enjeu de la réconciliation aussi des populations. Et là-dessus, ça fait longtemps que le gouvernement de Bachar Assad travaille avec les autorités locales pour la réconciliation. C'est quelque chose de très important dont on parlera peut-être effectivement un peu plus la prochaine fois. Tout à fait. Aïssar Midani, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci pour tes analyses et les informations que tu as relayées. Et puis je te dis à la prochaine fois. Merci beaucoup Raphaël et à la prochaine. Et à tous les internautes qui nous suivent aussi. Ciao, bye bye.